Et on parle donc des commémorations franco-britanniques du centenaire de la bataille de la Somme qui ont commencé ce matin. Plusieurs membres de la famille royale sont présents. François Hollande, le président français, et David Cameron côte à côte. Tout un symbole. L'alliance militaire entre la France et le Royaume-Uni vient donc de loin. On en parle avec Nicolas Offenstadt. Bonjour, vous êtes professeur à Paris, un historien, spécialiste des mémoires de la Grande Guerre et auteur de La Grande Guerre, carnet du centenaire chez Albin Michel. Alors justement, la présence côte à côte de David Cameron, de François Hollande et du prince Charles, ça n'a pas qu'une signification mémorielle, ça a une signification politique importante, non? Bien sûr, il y a évidemment les deux, si vous voulez. D'abord, le temps commémoratif, c'est un temps qui dépasse la politique contingente, qui dépasse la politique au tout venant. Le centenaire de la Grande Guerre, c'est quelque chose qui est évidemment attendu et annoncé. Donc c'est forcément un événement très important depuis très longtemps. Donc forcément, ça doit dépasser tous les débats politiques du moment. Surtout pour les Anglais. Il faut bien se représenter que c'est une des batailles vraiment colossales dans l'histoire et la mémoire britannique. Donc c'est impensable que ça ne joue pas un rôle dans la mémoire. Donc ça, c'est le premier élément. Quoi que soit la situation politique, c'est un moment très important de l'histoire britannique, un moment extrêmement violent aussi dans les mémoires. Donc de toute façon, il était évident qu'il y aurait une commémoration importante. Et évidemment, ça joue un rôle et on l'a bien vu dans les hésitations. C'est d'ailleurs assez intéressant, cette hésitation. Est-ce que c'est le Premier ministre qui va représenter la France? Ce qui évidemment est donné moins d'importance à la cérémonie. Est-ce que c'est le président de la République? Et finalement, c'est au dernier moment, on l'a vu. D'ailleurs, c'est un cafouillage assez étonnant, même pour des questions mémorielles. Donc là, on voit bien que le présent, évidemment, s'est télescopé avec un événement qui, de toute façon, dans le temps long, était quelque chose de très important. Pourquoi la bataille de la Somme est-elle oubliée, en particulier en France? Elle n'est pas véritablement oubliée dans tous les pays, vous le dites, c'est pour la France, parce qu'en fait, les Français ne sont pas les participants principaux. Ils jouent un rôle très important. Il y a quand même plusieurs centaines de milliers de soldats français qui vont se battre dans la Somme. Mais c'est une bataille qui apparaît avant tout comme une bataille britannique, puisque c'est eux qui forment l'essentiel des troupes d'assaut le 1er juillet 1916, qui vont donc subir les pertes principales aussi. Donc ça apparaît comme une bataille finalement entre les Britanniques et les Allemands, ce qui est matériellement faux, mais qui restait comme ça dans la mémoire. Et surtout, il faut l'expliquer, c'est qu'au même moment, continue la bataille de Verdun. C'est deux batailles qui sont concomitantes. Donc, dans la mémoire nationale, c'est évidemment Verdun qui l'a emporté comme étant, en quelque sorte, par excellence, la bataille franco-allemande. Donc, vous voyez, en France, ça a un peu, en quelque sorte, la bataille de la mémoire de la Somme a un peu s'est effacée derrière celle de Verdun. Et d'ailleurs, il y a un lien entre les deux, puisque une partie des justifications de cette bataille de la Somme, c'était d'alléger le front de Verdun. Cette bataille, c'est un désastre militaire, mais aussi parce que les généraux, d'une part, sont visiblement indifférents à la vie de leurs soldats, mais aussi parce qu'ils sont largement incompétents. Écoutez, ce qu'il faut rappeler, c'est que la bataille de la Somme, finalement, comme toutes les grandes batailles entre la fin 14 et 1917, fonctionne un peu sur le même mécanisme. C'est-à-dire que c'est l'obsession qu'ont les généraux de percer le front. Parce que finalement, être face à face dans des tranchées, ça apparaît pas comme une vraie guerre pour beaucoup de généraux. La vraie guerre, c'est le mouvement. Donc il faut se débarrasser en quelque sorte de cette guerre de siège, de cette guerre fixe, basculer les troupes, bousculer les tranchées, et on avance et on reprend la guerre de mouvement. Sauf qu'on l'a vu en 1915, on l'a vu à Verdun, ça se passe pas comme ça. Parce que la position défensive est beaucoup plus facile à tenir, parce que l'artillerie, finalement, est une guerre qui ne permet pas de repartir dans le mouvement si facilement, et donc les offensives vont déjà échouer. Mais le commandement reste obsédé par cette idée de la percée. Donc oui, on peut dire qu'il y a une inattention à la vie humaine au profit des grandes raisons stratégiques. Et vous savez, il y a une phrase qui m'avait beaucoup marqué d'Abel Ferry, le neveu de Jules Ferry, qui était ministre et soldat en 14, très patriote. Il ne s'agissait pas de refuser la guerre. Il disait « Je suis effaré ». En 1915, il écrivait ça, de la manière dont les généraux de la guerre font peu de cas pour la vie humaine. Donc, vous voyez, même un député ministre patriote était étonné, effectivement, de la manière dont les généraux ne concevaient pas la vie humaine comme une donnée fondamentale dans leur conception et dans leur plan. Et il y a même des divergences au sein de l'état-major, notamment avec le général Fayolle. Oui, alors il y a des divergences, et d'ailleurs ces plans, si vous voulez, ces grands plans de bataille, ils ont varié. En réalité, la bataille de la Somme, elle n'est pas pensée juste avant. C'était déjà une idée qui était à la fin 1915, il fallait organiser une percée. Donc il y a eu énormément de plans successifs, il y a eu des débats entre les Français et les Anglais. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y a pas de commandement unifié non plus entre Français et Anglais, ce qui complexifie encore la situation. Il n'y a pas de coopération franco-britannique. Il y a de la coopération, mais il n'y a pas un commandement unique comme il y aura plus tard, sous l'égide de Foch, ce qui va jouer un rôle évidemment très important. Donc effectivement, il y a des divergences de stratégie, il y a des hésitations, il y a parfois la bataille est repoussée, et ça joue évidemment aussi un rôle dans la manière dont elle va se dérouler. Mais la matrice reste la même, c'est toujours l'idée de percer le front, et de pouvoir reprendre la guerre de mouvement, d'avancer. Et on sait bien que dans la Somme, d'ailleurs comme à Verdun, comme en Artois et en Champagne avant 1915, ça ne va pas marcher et finalement ça va revenir à une forme de guerre. 10 kilomètres à la fin de la bataille de la Somme. C'est comme à Verdun. À Verdun, les lignes n'ont pas bougé. On a l'impression que c'est une grande bataille, que ça va jouer un rôle très important, mais dans la réalité du terrain, les lignes n'ont quasiment pas bougé. Et dans la Somme, c'est pareil, c'est quelques kilomètres de gain pour des pertes colossales.
Et aujourd'hui, on est quand même horrifié de voir que la vie de dizaines de milliers de soldats n'ont compté en rien pour ces généraux. Et que ça n'a pas changé leur stratégie militaire. Non, ça n'a pas changé leur stratégie militaire. Il y a eu des évolutions quand même. À la fois Verdun et la Somme ont mené à peut-être des manières de penser la guerre un peu différentes. On a essayé de nouvelles armes aussi. Oui, les chars font leur apparition. Absolument, les chars font leur apparition dans la Somme du côté anglais. Ils feront leur apparition du côté français sur le chemin des Dames en 1917. Donc il y a toujours l'idée de nouvelles armes. Et d'ailleurs, votre question amène à souligner cet aspect, c'est que la guerre de 14-18, justement, dans le fait qu'on est toujours bloqué par cette guerre des tranchées, il y a toujours l'idée d'une forme de course aux armes miraculeuses qui vont permettre de percer et de l'emporter. Donc du coup, il y a aussi une forme de surenchère macabre, donc avec les lance-flammes, avec les chars, évidemment, les gaz, et évidemment. Et donc du coup, ça c'est aussi une des spécificités, une course technologique, mais aussi une course aux inventions mortifères pour essayer de sortir de cette impasse stratégique. Pour en revenir au contexte actuel, cette bataille, elle a été instrumentalisée d'ailleurs de la Somme pendant la campagne du Brexit, puisque pour David Cameron, c'était l'idée de montrer que nos liens avec l'Union européenne sont indéfectibles et que c'est des liens d'engagement pour la paix. Et du côté de Nigel Farage, c'est nous avons payé le prix d'une guerre qui concernait en fait que la France et l'Allemagne. Oui, tout à fait. La Somme, si vous voulez, est forcément instrumentalisée parce que c'est un événement clé du récit national britannique. C'est-à-dire que tous les Britanniques savent ce qu'est la bataille de la Somme, tous les écoliers britanniques le savent, et ça amène peut-être même à souligner combien la Grande Guerre est très présente dans la mémoire britannique. C'est un peu comme la France. On est sans doute parmi les pays pour qui, dans l'histoire nationale et la manière dont on la raconte aujourd'hui, la Grande Guerre est la plus présente. Donc, ça n'a rien d'extraordinaire finalement que les candidats ou que les hommes politiques britanniques instrumentalisent cette bataille puisqu'elle est connue de tous et donc il y a une résonance immédiate. Quand vous dites la Somme en Grande-Bretagne, il y a une résonance immédiate et vous savez, cette mémoire britannique elle est extrêmement présente aussi pour le 11 novembre, c'est évidemment quelque chose et un moment qui est très présent dans la vie politique et dans l'espace public en Grande-Bretagne. De même, tous les débats et les discussions sur la Grande Guerre sont aussi très vivaces parmi les passionnés de 14-18, parmi les historiens, mais pas seulement, bien au-delà. Donc c'est tout à fait cohérent, si vous voulez, que chacun essaye de ramener la bataille de la Somme à sa propre histoire. Il est important néanmoins que l'Allemagne soit représentée. On a vu qu'il y avait l'ancien président allemand, Horst Seehofer, je crois, qui est présent à cette cérémonie. Oui, on a lu des textes de soldats allemands dans la cérémonie qui vient de se dérouler à Thiepval. Alors là, vous posez une question qui dépasse même la commémoration de la Somme, qui me paraît fondamentale. C'est qu'aujourd'hui, évidemment, on ne peut plus commémorer avec un étroit nationalisme comme horizon, évidemment, de mire. Et donc, du coup, les commémorations du centenaire se doivent d'être internationales et de prendre en compte la diversité des expériences. Donc, ça me paraît évidemment normal que l'expérience allemande, puisqu'en face, les Allemands aussi, c'était une bataille extrêmement dure, même si les pertes ont été moins importantes. Donc l'idée que la commémoration du centenaire de la Grande Guerre ne peut pas finalement tenir dans un étroit discours nationaliste, ça paraît aujourd'hui une évidence et qu'il faut voir tous les points de vue. Et d'ailleurs, tous ces points de vue, ça va bien au-delà même des Français, des Anglais et des Britanniques, parce que c'est des expériences qui ont été partagées par les Canadiens, par les Australiens, par les Écossais, évidemment, et puis par de nombreuses troupes des colonies et aussi des ex-colonies, qu'elles soient françaises ou britanniques. Donc c'est une expérience mondiale, la Grande Guerre. Donc ça paraît impensable qu'au temps du centenaire, une expérience aussi mondiale, aussi partagée. Et il faut rappeler d'ailleurs qu'en 14-18, on se bat aussi en Asie. On se bat en Chine, on se bat en Afrique, on se bat évidemment dans l'Empire ottoman. Donc, si vous voulez, cette expérience mondiale de la Grande Guerre, elle ne peut pas être absente des commémorations. Sinon, ce serait vraiment un défaut ou un déni d'histoire que de rester dans un récit national extrêmement étroit, extrêmement étriqué. Et d'ailleurs, on l'a vu pour le centenaire en 2014, un des plus beaux monuments sans doute qui va rester de ce centenaire, c'est l'anneau de la mémoire à Notre-Dame de Lorette, pas si loin de la Somme, où les soldats sont tous représentés, quelle que soit leur nationalité. Et que le président de la République, François Hollande, avait inauguré en novembre 2014. Et ça, me paraît une politique, je crois, bien vue au temps du centenaire, de montrer que cette expérience, elle est la même de chaque côté des tranchées et que tous les soldats qui sont morts, un siècle après, évidemment, doivent être pensés et réfléchis ensemble, même si à l'époque, ils étaient évidemment dans des camps opposés. Quelle est la place, finalement, de cette bataille de la Somme, donc dans l'histoire de la Première Guerre mondiale ? Alors je pense qu'il y en a plusieurs. D'abord, c'est vraiment le symbole de cette guerre industrielle. N'oublions pas, on a parlé des soldats, mais c'est aussi évidemment des tirs d'artillerie évidemment considérables. C'est des millions d'obus qui sont tirés
lorsque la bataille est préparée, donc avant le 1er juillet 1916. Donc le premier élément qu'il faut retenir, c'est que c'est un symbole de la guerre industrielle, de la machine industrielle qui détruit les corps, qui broie les âmes, comme on disait à l'époque. Et donc là, évidemment, c'est quelque chose de fondamental. Pour les Britanniques, c'est particulier aussi, puisqu'on l'a dit souvent, 20 000 morts le premier jour. C'est évidemment un moment extraordinairement frappant. On découvre justement cette violence de la guerre et aussi ce que c'est qu'une armée de masse qui combat et pas seulement, évidemment, limitée à quelques hommes d'une armée professionnelle. Donc c'est évidemment un choc dans la conscience britannique, qui va rester jusqu'à aujourd'hui. Dans la guerre elle-même, évidemment, le tournant stratégique est assez faible, on l'a dit. Ces grandes batailles, finalement, ne changent pas grand-chose dans le déroulement, à court terme en tous les cas, de la guerre. On peut évidemment avoir des pensées stratégiques à partir desquelles on va évoluer. Et notamment, on a dit qu'il y avait des liens entre l'échec de la Somme et ce qui va être la guerre sous-marine ensuite l'année suivante du côté allemand. Donc il y a des liens avec ce qui se passe après. Mais sur le moment même, aussi bien Verdun-la Somme que les offensives de 1915, comme les offensives de 1917 sur le chemin de l'Arme, ne vont rien changer sur le plan stratégique. Donc c'est évidemment des millions de morts pour finalement une faiblesse dans les avancées de chacune des armées qui sont 10 remarquables. Kilomètres maximum. Oui, c'est-à-dire c'est rien en fait par rapport au front. Un front qui, je vous rappelle, s'étend sur 800 km de long. Donc quelques avancées ici ou là, que ce soit dans le Nord, dans la Somme, dans la Meuse ou dans les Vosges, ça n'a aucune conséquence fondamentale pour le déroulement du conflit, qui est d'ailleurs aussi sur le front de l'Est. Et les généraux français Joffre et Foch seront d'ailleurs limogés, ainsi que le général allemand Falkenhayn. Alors, Joffre, ça va prendre un petit peu de temps, effectivement. Il va être considéré à un moment donné comme plutôt pesant qu'utile, et donc on va s'en séparer à la fin de l'année. Falkenhayn aussi. Donc effectivement, ceci dit, c'est pas pour ça que leurs remplaçants ont forcément été plus efficaces, parce que le duo de Hindenburg et Ludendorff en Allemagne va en réalité mener une guerre qui va être extrêmement violente pour les populations civiles, en concentrant finalement toute l'organisation de la guerre sur l'armée, ce qui va détruire aussi la société allemande. Donc la succession de ces généraux n'était pas pour autant un gain, évidemment, pour les populations qui ont eu à subir une guerre tout aussi violente après 1916 qu'elle ne l'a été pendant cette année-là. Le Britannique Douglas Haig, il reste en poste, lui? Alors, Douglas Haig, c'est resté, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est une figure, évidemment, très importante dans la mémoire britannique. C'est une figure très, très importante et surtout, c'est une figure aussi contestée. Donc, ça reste quelque chose qui... Ça vous montre encore cette figure de Douglas Haig, justement, combien, pour les Britanniques, cette bataille de la Somme et la conduite de la Première Guerre mondiale font partie des débats historiques qu'on conduit régulièrement en Grande-Bretagne. On a encore cette idée, vous avez encore des débats régulièrement sur la capacité des généraux à conduire la guerre en Grande-Bretagne. Donc c'est vous dire combien tout ça est présent. Et outre-Manche, cette bataille sanglante a d'ailleurs donné lieu à de nombreux écrits et poèmes. Je crois qu'il y en a un qui va être lu, For the Fallen, pour les soldats tombés, de Laurence Bignon, un grand poète britannique. Merci beaucoup Nicolas Offenstadt d'être venu. Merci pour votre analyse. Et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la suite de ce Paris Direct. L'information continue. Merci à vous tous.